Bonjour à tous. Donc, je voulais bien sûr, après cette remarquable soirée, donc remercier les organisateurs de m'avoir invité. Donc, je suis très honoré de vous présenter nos activités dans ce cadre. Et donc, je vous remercie aussi fortement d'être présent un samedi pour parler de travail. En termes d'activité, moi je ne suis ni médecin, ni juriste, ni assureur, mais ingénieur. Donc j'ai appris beaucoup de choses hier et en fait mon objectif là ce matin, qui est donc un objectif partagé, c'est de vous faire découvrir un domaine, mais qui vous verrez qui est un domaine adjacent. Nous avons aujourd'hui comme thème l'imputabilité, et ça c'est vraiment quelque chose qui parle aussi pour nous. On va parler de mécanismes lésionnels. Et donc, c'est vraiment très proche. Je vais vous donner donc cet élément qui nous rapproche fortement, c'est de rechercher les causes avec des objectifs qui sont un petit peu différents, puisque pour nous, il va s'agir de les traiter, les causes, pour améliorer notamment la sécurité routière. Donc, ce qui nous sépare, par contre, c'est donc le fait que nous, on va traiter les choses globalement, c'est-à-dire ce qui nous concerne, c'est pas de traiter le cas individuel, c'est pas les personnes impliquées dans un accident. Et souvent, comme je le dis aux accidentologues, vous n'êtes pas là pour traiter les personnes, pour vous occuper des personnes impliquées. Il y a des secours d'urgence qui sont là. Vous êtes là pour tous les autres, effectivement, pour que ça ne se reproduise plus ou pas dans les mêmes configurations, que les conséquences soient donc moins graves. Donc, de façon exceptionnelle, on peut traiter des cas individuels dans le cas de contre-expertise, etc., mais c'est vraiment exceptionnel. Voilà, donc je suis donc délégué général d'une association, donc je vais vous expliquer un peu après pourquoi c'est une association et comment cela fonctionne. Donc, ce qui nous rapproche, c'est aujourd'hui, en fait, autour du thème de l'imputabilité, c'est-à-dire l'aptitude à faire un lien entre cause et effet, c'est-à-dire qu'on arrive, on fait une enquête dans le cas d'un accident, et il faut rechercher les causes. À partir du moment où, nous, ce qui va nous intéresser, c'est un rétexte transversal, on va simplifier les choses, les modéliser, assurer un codage, et après faire des traitements statistiques. Donc voilà, c'est là où ça s'éloigne forcément. Mais la base, c'est de comprendre les mécanismes lésionnels. Et dans le mécanisme lésionnel, j'intègre l'accident lui-même. D'accord ? Donc vous avez deux étapes. L'accident qu'il faut éviter, bien entendu, mais lorsqu'il n'est pas évité, on est plutôt dans une logique de sécurité passive. On parle de sécurité active et de sécurité passive. La sécurité active, il s'agit d'éviter l'accident. On l'appelle aussi la sécurité primaire. Donc, nous, on va travailler pour imputer les accidents à une cause principale, sans oublier les autres causes. On va consolider ces éléments-là et traiter les causes principales pour améliorer la sécurité primaire dans une logique qui est évidemment le coût par rapport aux enjeux, un rapport coût-bénéfice, en prenant en compte la réalité des situations et comportements humains. Donc, dans la présentation, vous verrez un petit peu en vert des messages qui concernent un premier métier qui est l'accidentologie, donc qui a été évoqué là dans l'ordre du jour. Le bleu, j'en parlerai pas beaucoup, c'est tout ce qui est expérimentation véhicule et comportement humain, bien que ce soit un domaine qui passionne beaucoup aujourd'hui parce qu'on ne s'est jamais autant intéressé au comportement du conducteur que depuis qu'on imagine de le supprimer, de le remplacer. C'est paradoxal, effectivement. Et donc, vous verrez en rouge la partie biomécanique des chocs, donc, qui est un autre métier, et c'est plutôt l'accidentologie et la biomécanique des chocs que je vais évoquer avec vous, qui concernent directement des activités qui ne sont pas des activités médicales, mais qui nécessitent quand même des compétences médicales. La sécurité passive, c'est là qu'apparaît la biomécanique des chocs. Et il y a deux parties dans la sécurité passive. Donc l'accident a eu lieu. Pendant le choc, on a un fonctionnement très, très mécanique des choses, étant donné les dynamiques en jeu.
Donc c'est la sécurité secondaire. Et ensuite, il y a la question de la sécurité tertiaire, c'est-à-dire comment on va aider les secours aux personnes, comment on va faire en sorte de limiter les conséquences par la sécurité tertiaire. À noter que la solution qui est utilisée, c'est un système d'e-call automatique, voilà des plateformes d'appel. Hein, donc on va mettre en relation le véhicule automatiquement avec une plateforme de secours, hein, qui va avoir les informations GPS, savoir exactement où ça se situe, donc récupérer des données électroniques aujourd'hui relativement limitées, mais concernant le type de choc, choc avant, choc arrière, des niveaux d'intensité, etc. Et vont être en communication avec les occupants de l'habitacle pour essayer d'en savoir un petit peu plus, mais aussi pour les rassurer. Et donc, ce qui est un petit peu miraculeux dans ce genre de choses, c'est que ça se fait dans la langue des personnes, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des touristes allemands qui ont un accident en France, on les appelle en allemand. Donc, il y a des questions de configuration véhicule, etc. C'est aussi à signaler, c'est une innovation qui a été introduite par les constructeurs français en 2004 et qui est devenue réglementaire en 2018. Donc, maintenant, il y a un déploiement massif. Mais voilà, c'est pas toujours le cas, mais ça vient vraiment de la France en termes de première application, c'était la Citroën C5. Vocation et métier nécessaires pour faire ça. Donc là, en fait, je vous présente ce qu'il y a dans les statuts de l'association. Améliorer la sécurité routière pour une mobilité sûre et durable, protéger les personnes de tout risque d'accident. C'est-à-dire que notre vocation principale, c'est la vocation d'origine. Elle a un petit peu évolué puisque l'association a été créée il y a 26 ans. C'est vraiment la sécurité routière, mais ça a été beaucoup élargi. Aujourd'hui, on travaille aussi pour la défense nationale ou pour la cobotique, hein, les robots collaboratifs avec l'être humain. Mais toujours suivant le même schéma, et je reprends en fait les trois métiers. Le premier, ça tombe bien, ça commence par la lettre A, c'est l'accidentologie. Collecter et analyser les données d'accidentologie pour établir des recommandations permettant de maîtriser les scénarios à risque, réduire les causes d'accidents et limiter leurs conséquences. Hein, donc là, en fait, on a une vision un petit peu globale des choses. Sécurité active et sécurité passive. Deuxième, c'est encore un coup de chance, biomécanique, ça commence par B. Bon. Étudier la tolérance physique du corps humain de façon à définir les critères à respecter sur les mannequins et modèles numériques du corps humain pour éviter des lésions graves. J'ai mis en gras ce qui doit vous parler, hein, donc cette question, quels sont les critères à respecter pour éviter des lésions graves sur le corps humain. Et puis donc le dernier métier, expérimentation véhicule et comportement humain, caractériser les situations à risque, analyser les aides à la conduite et comportement humain pour éviter l'accident, en connaissant et en améliorant la conduite humaine et automatique. C'est un enjeu évidemment considérable en ce moment. Donc derrière tout ça, une exigence, comprendre et modéliser les mécanismes lésionnels, ce qui est, vous l'avouerez, très proche de votre notion d'imputabilité. Donc c'est un plaisir de venir vous en parler aujourd'hui. Pour faire ça, donc il faut un certain nombre d'habilitations et de moyens. Je ne suis pas juriste, mais dans l'historique du César, en fait, résulte en fait d'une analyse juridique, parce que les constructeurs français n'ont pas attendu la création du César pour travailler sur ces sujets-là, puisque le Lab, qui est le premier client du César, qui représente un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires, a été créé il y a 50 ans et va fêter les 50 ans cette année, c'est-à-dire que les constructeurs français étaient les précurseurs, avec un peu Volvo et Mercedes, en fait, il y a une cinquantaine d'années, pour traiter de ces sujets-là, et donc aller au-delà des exigences réglementaires et se poser la question, évidemment, comment se passe un accident, comment on peut protéger les conducteurs, avec un acteur, un premier acteur qui était plutôt à l'époque la Régie nationale des usines Renault, puisqu'on était dans une économie planifiée pour développement économique, il fallait promouvoir la mobilité, équiper les compétences, les personnes de moyens de déplacement. Et donc, dans ce cadre-là, les constructeurs ont été mis en demeure de fournir des véhicules pas chers, faciles pour équiper en fait les familles françaises. Sauf, comme vous le savez,
pour beaucoup d'entre vous et qui étiez là aussi à cette époque-là. Et je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait énormément d'accidents et énormément d'accidents mortels de jeunes et donc des problèmes dramatiques. Il a fallu corriger le tir. Et donc la France fait partie en fait des initiateurs de cette démarche. Première habilitation, l'accès aux dossiers médicaux par un médecin urgentiste qui est donc inscrit à l'ordre des médecins pour le secret médical. Donc en fait, c'est dans le cadre d'un arrêté gouvernemental et donc on active ça au travers en fait d'autorisation des procureurs de la République dans chaque département, c'est-à-dire qu'on a la liste en permanence des procureurs de la République, de telle façon à chaque changement à demander l'accord pour récupérer ces éléments, pour récupérer aussi les procès-verbaux d'accident que l'on récupère directement dans les gendarmeries, les commissariats, ou souvent maintenant a posteriori au travers en fait de la base de données TransPV que les assureurs connaissent bien, de l'association Agira. Donc on est sous convention aussi de l'association Agira pour ça. On a un département un peu cible qui est l'Essonne, où on a des habilitations particulières et donc où on intervient en même temps que les forces de l'ordre, parce qu'on est averti en même temps que les forces de l'ordre. Et là, on fait du retour d'expérience temps réel avec l'avantage de pouvoir aller interviewer les personnes, les témoins, mais de façon indépendante des forces de l'ordre. On garantit. Donc il y a le traitement du cas particulier de cet accident qui est fait par les forces de l'ordre. Et nous, on refait un interview avec des éléments d'information qui sont un peu différents, en général un petit peu plus complets, un peu plus ouverts, en apportant des garanties que donc ça n'aura aucune interférence avec la procédure. Dans ces différents cas, on collecte et on traite et on stocke des données à caractère personnel. Donc on a été directement concerné par le RGPD, que pour ma part j'ai trouvé comme étant plutôt une amélioration par rapport en fait à l'approche CNIL, puisque c'est plutôt une approche de responsabilisation, d'autodéclaration, etc. Et donc c'est en accidentologie toutes les informations qu'on récupère sur les impliqués dans les accidents. Lorsqu'on récupère un dossier médical, on le récupère en général, bien que ce ne soit pas nécessaire, avec des noms qui apparaissent. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on barre les noms des personnes, et tout ça, on passe sur un schéma avec un numéro dans le cadre d'un dossier d'accident. Et l'autre élément, c'est pour ça que ça apparaît en bleu, lorsqu'on fait des roulages véhicules, il y a des personnes volontaires qui acceptent d'être filmés, enregistrés durant leur vie quotidienne. Et donc, dans ce cadre-là, il y a tout un tas de procédures de protection, notamment au niveau européen, et c'est aussi dans le cadre de projets européens qu'on le fait. Un cas très particulier, parce qu'en fait, il est unique, c'est le service du don du corps à la science, qui nous est proposé par le Centre des Saints-Pères à l'Université de Paris, sachant que l'Université Paris-Descartes a disparu maintenant. Il y a une restructuration des universités de médecine, vous le savez sûrement. Et donc c'est un petit peu unique parce qu'en dehors du César, il y a des organismes publics, enfin il y a un organisme public qui est habilité, c'est l'IFSTAR. Vous le savez, par contre, leur activité visant la sécurité routière très fortement baissé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et un autre élément d'unicité, c'est que le don du corps à la science n'existe qu'en France juridiquement. Donc en fait, on se retrouve tout seul capable de faire ce type d'expérimentation en dehors des États-Unis. Puisqu'aux États-Unis, le corps du défunt appartient à la famille. À partir de ce moment-là, tout est possible, vous l'avez compris. Alors, on remet ça dans un cadre un petit peu général. J'ai juste un slide pour vous imager un petit peu l'amélioration de la sécurité routière en France. Vous avez sans doute vu une courbe en cloche sur le nombre de morts. En fait, moi, ce que je vous présente, je le rapporte en fait au kilomètre parcouru. Et vous voyez que dans ce cadre-là, l'amélioration, en fait, elle est continue depuis les années 50. Vous avez une courbe en référence en bas, c'est les États-Unis. Donc, vous pouvez juger que les États-Unis n'ont pas beaucoup progressé,
mais ils ont progressé de façon quand même remarquable. Ils sont passés de 40 à 6 morts par milliard de kilomètres parcourus. Mais la France était à des sommets qui nous font un peu honte, en fait, maintenant. Donc il y a eu une progression extrêmement rapide en France. Il y avait des choses à faire fondamentales sur les véhicules, bien sûr, j'en ai parlé, sur l'infrastructure aussi, et sur le comportement des usagers. Et c'était nécessaire, et ça a été fait. Et aujourd'hui, en France, on a, je dirais, un niveau de mortalité sur les routes qui est au même niveau que les États-Unis. Et pour vous qui avez sûrement été aux États-Unis, vous savez que la route là-bas nous paraît extrêmement simple, extrêmement calme, les vitesses sont plutôt inférieures, il n'y a pas les motos, il n'y a pas les vélos, il n'y a pas les mêmes problématiques de piétons, tous les carrefours sont à angle droit. En France, il y a tout, quoi. Voilà. Et ben malgré ça, on est au même niveau. Ce slide-là, on ouvre un petit peu sur l'international, et vous voyez ici quand même quelque chose qui est tout à fait impressionnant. C'est donc la part que représentait la France à l'époque dans la mortalité mondiale. 550 par jour, 45 en France. Aujourd'hui, en fait, la France, c'est pas négligeable, mais presque. 9 parmi 4000. 4000, c'est un chiffre qui est en augmentation continue, et le nombre d'enfants est très très important, et c'est les pays en voie de développement qui posent de gros problèmes. Je vous montre en fait ces images-là, elles sont un petit peu anciennes, c'est des images de l'OMS, mais c'est pour les images, ça marque toujours un petit peu plus, donc je les garde. Voilà un peu la répartition des voitures sur le monde. Donc vous déformez la cartographie du monde en fonction du nombre de véhicules. Vous voyez que les véhicules sont dans les pays riches. C'est pas un scoop. Ce qui est par contre à remarquer, c'est que c'est pas vrai sur les morts en fait. C'est-à-dire que paradoxalement, les morts à cause des voitures sont pas là où sont les voitures. Ça c'est quand même un peu choquant, mais malheureusement c'est une réalité. Et donc en fait, ce que nous dit l'OMS, ce que nous dit l'OMS, c'est que la mortalité routière va doubler dans les années à venir, avec son lot évidemment des chiffres. On va aller vers 2,5 millions de morts par an, c'est-à-dire donc une des premières causes de mortalité au monde. Mais surtout le nombre de blessés et les coûts sociétaux associés, le handicap, donc véritablement des coûts sociétaux qui préoccupent énormément l'OCDE, puisque en fait c'est un risque pour la croissance mondiale, puisqu'on le sait, la croissance des pays riches est tirée par les pays émergents. Donc en termes d'image, vous avez ici les pays riches, ici les pays pauvres. Vous apercevez ici la représentation des pays riches dans le parc mondial, 40%, sur la mortalité beaucoup plus faible, alors qu'ici, pratiquement, très très peu de voitures. On arrive dans certains pays à avoir un ratio à peu près, chaque voiture va faire un mort. Voilà. Chaque voiture vendue dans le pays, en Afrique noire, donc c'est un pays d'Afrique noire, d'Afrique centrale, je n'ai pas besoin de le citer ici, mais donc il y a un mort par an et par véhicule, donc si un véhicule dure 10 ans en moyenne, voilà. Voilà. Si l'un ne fait pas de mort, ça veut dire que l'autre à côté en fera 2. Ça interpelle. Donc au niveau de l'OCDE, il y a un groupe de travail qui est en place. L'ONU est extrêmement mobilisée aussi et un peu désemparée. Donc Jean Todt, que vous connaissez sans doute pour des aspects sportifs, en fait, il est envoyé spécial de l'ONU pour la sécurité routière. Et c'est un point qui le passionne aujourd'hui, c'est d'essayer de faire quelque chose pour avancer dans ce domaine-là. Il a des moyens financiers qui peuvent aider pour ça. Alors, on revient sur Terre concrètement, enfin sur Terre, on revient à Nanterre, donc pas à Tours, je suis désolé. Donc en fait, Nanterre, c'est juste à côté de Paris. Et donc, vous voyez, donc c'est notre siège social ici. On est dans un bâtiment qui est assez vaste, et on partage en fait ces locaux-là avec le lab du GIE PSA Renault, ce qui
correspond à des raisons historiques. On est locataire, en fait, d'une partie du bâtiment. Et donc, on a notre premier client qui est à proximité immédiate et qui nous met à disposition des moyens d'essai dont on n'est pas propriétaire parce qu'en fait, on n'a pas de fonds propres. C'est une association à but non lucratif, comme vous le voyez là. Donc, avec une vocation d'intérêt général, je rapporte à un conseil scientifique indépendant qui est aussi garant de l'éthique. Et donc, on a des modes de fonctionnement qu'on a pérennisés et qu'on a ouverts sur l'extérieur, et notamment, on cherche à développer des activités avec les assureurs. Et on travaille aussi pour les autres constructeurs mondiaux, pour les constructeurs japonais, donc notamment Toyota, qui est un gros client pour nous, pour les constructeurs allemands, mais de façon un peu plus indirecte. Donc, c'est des sujets qui sont assez sensibles pour les Allemands. Et pour les Japonais, vous avez compris pourquoi ils ont un passé commun qui est problématique. Et donc, en fait, il y a une annexe donc, dans l'Essonne, puisque pour intervenir sur les sites d'accidents en temps réel, il faut être à proximité, donc pas de miracle. On est un petit peu à mi-chemin entre l'industrie et puis les services publics. Et ça, c'est les 2 sites. Hein. Donc, on n'a que de l'accidentologie à Bondoufle. Donc, ce mi-chemin, on l'a au travers des membres fondateurs. Hein. On a des académiques, donc c'est l'École centrale de Paris qui est historiquement qui préside l'association, donc maintenant Centrale Supélec. On a au niveau médecine, en membre fondateur, l'Université Paris-Descartes, donc ça va devenir l'Université de Paris. On a donc les constructeurs, et au niveau assureur, en membre fondateur, on a la Fondation Maïf. En termes de membres, on a aujourd'hui Covea, donc, qui est quand même le premier groupe assureur en France. Et on démarre un projet là, avec la Massif, j'y viendrai tout à l'heure. Et bon, on est ouvert pour travailler de façon plus large. Donc, un visuel. Le visuel, j'exploite un petit peu le ABC. Vous avez ici le risque d'accident, qui est un peu l'épée de Damoclès au-dessus de l'humain, qui est représenté par ici un œil. Et l'humain avec 2 dimensions, la dimension mécanique, la dimension physique avec la tolérance physique du corps humain, et la dimension comportementale avec les réactions en cas de situation à risque. On a donc un positionnement qui est complémentaire des industriels, puisque donc les industriels, eux, ils vont prendre en compte des exigences qui sont réglementaires, et nous, en fait, on fait le lien avec la réalité. L'accidentologie, c'est la réalité, en fait, des risques auxquels sont confrontés les véhicules. La biomécanique, c'est la réalité du corps humain. Et le comportement, c'est la réalité du comportement humain en mode réfléchi et en mode réflexe, qu'il faut donc caractériser. En termes d'image, les 3 métiers sont complémentaires, et c'est une des caractéristiques évidemment fondamentales, par exemple, pour répondre à vos besoins dans le cadre d'une expertise sur un accident. L'accidentologie ne suffit pas. Je vais prendre l'exemple qu'on a en général dans le cas des contre-expertises, c'est des personnes qui se sont retrouvées gravement blessées, mais elles n'avaient pas leur ceinture. Et donc là, il faut impérativement faire une analyse de biomécanique des chocs. L'accidentologie, finalement, il s'agit de savoir ce qui serait passé si il y avait eu la ceinture. C'est pas évident à traiter, sans compétence du domaine. Premier métier, l'accidentologie, avec donc 2 parties, la collecte de données sur le terrain, et puis la partie dite étude, avec donc la simulation numérique, le rejeu des situations d'accident, les statistiques, etc. Deuxième métier, donc expérimentation véhicule et comportement humain, avec là aussi des collectes de données sur le terrain, soit en naturalistic driving, où on est vraiment en roulage réel, situation réelle, en faisant attention à ce que le conducteur soit le propriétaire du véhicule, parce que la conduite n'est pas la même, jusqu'à de l'expérimentation qui va être faite sur une piste, où on va provoquer nous-mêmes des défaillances sur le véhicule, des pertes d'assistance de freinage, des pertes d'assistance de direction, pour voir comment les gens réagissent. Donc, comme je vois que j'ai un peu de temps, j'en profite pour vous donner un exemple. Perte d'assistance de freinage.
A priori, la réglementation dit qu'en cas de perte d'assistance, on doit pouvoir freiner, etc., avec des niveaux d'effort. Donc, la sécurité reste assurée. La question étant, c'est de savoir, la réaction humaine va être d'appuyer suffisamment sur la pédale. C'était ça la question. La réponse, quand on fait l'expérimentation, c'est que il y a un peu plus d'un tiers de la population, il fait l'inverse en fait, il enlève le pied de la pédale. Donc effort zéro. Évidemment, on se prend la barrière, quoi. Alors on ne comprend pas. Hein. Le premier qui fait ça, c'est bizarre. Bon, quelqu'un de bizarre, puis après, le suivant fait pareil, après l'autre fait pareil. On ne comprend pas. Donc on fait de l'auto-confrontation après, et en fait, il nous raconte la même histoire, en fait, cette population-là, en fait. Donc, je sais pas, vous n'avez pas deviné, non? Bon, je vous le dis tout de suite, on n'a pas beaucoup de temps. Et tout simplement, en fait, le fait d'appuyer brutalement sur la pédale, parce qu'il y a une barrière qui apparaît devant, puis il faut s'arrêter, eh bien, c'est ce qui leur permet de se rendre compte qu'il y a une défaillance. Mais eux, ils ne l'interprètent pas comme ça. Ils l'interprètent en disant « c'est moi qui ai causé la défaillance en appuyant comme un fou sur la pédale ». Et qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent la cause de la défaillance, c'est-à-dire leur pied sur la pédale de frein. C'est le comportement humain. Et en fait, on se dit, en fait, ils ne sont pas idiots. Si ça se trouve, j'aurais fait la même chose. Voilà. Mais il faut le deviner. La biomécanique des chocs, donc vous avez ici une première image un petit peu de l'aspect expérimentation donc sur sujet humain post-mortem. Ici, les projets européens. Ici, l'aspect numérique. Donc, je vais illustrer, on va dire, un petit peu en image un peu d'ingénieur, très schématique, un petit peu les principes de base de protection en fait, du corps humain. Le corps humain, vous allez me dire, ça ne ressemble pas à ça, un corps humain, j'ai représenté par un cercle rose. Bon. J'ai considéré que ce corps humain, il est dans un habitacle dit indéformable. Donc, c'est ici les temps gris foncés, qui est lui-même inséré dans une carrosserie qui, elle, est déformable. Ce que vous voyez apparaître ici, en fait, c'est le dispositif de maintien du conducteur dans son siège. Hein. Donc la ceinture de sécurité, hein, pour imager, que je représentais avec un ressort. Tac. Alors, en fait, ce véhicule-là, il va rentrer dans un obstacle, ça peut être un obstacle fixe, un autre véhicule, le schéma est le même. Qu'est-ce que l'on fait? Il y a deux dispositifs qui vont agir en complémentarité, la ceinture et l'airbag. Hein, donc la ceinture, c'est devenu un système assez complexe, avec des prétentionneurs, avec des systèmes de limiteurs d'effort pour établir un plateau de décélération, etc. On ne va pas aller dans les détails. Mais en fait, il y a une complémentarité avec l'airbag, c'est-à-dire qu'on va laisser le corps avancer à l'intérieur de l'habitacle de telle façon à limiter les efforts donc sur le squelette, sur le thorax et la clavicule. Mais en même temps, en fait, on va venir le chercher par l'avant avec l'airbag pour absorber l'énergie, etc. Donc, en fait, dans ce processus-là, vous voyez qu'il y a une première étape ici de maintien. L'intrusion à l'avant continue, et là, le challenge, c'est, l'autre principe, c'est de limiter les intrusions dans l'habitacle. Hein, donc, ce qui n'est pas toujours réalisé. Et vous voyez l'importance des deux métiers. Vous avez, en fait, sur la réalité des risques véhicules, l'accidentologie, et à l'intérieur de l'habitacle, vous avez des problèmes à traiter autour du corps humain, c'est la biomécanique des chocs. Et donc, les principes, ils sont là. Donc, ici, on a une carrosserie qui est déformée, elle est prévue pour. On a des intrusions limitées dans l'habitacle, voilà, maximum. On a un positionnement limite du corps, ici. Un maintien raide, mais au maximum de ce qui est acceptable par le corps au niveau de la ceinture. Et on a un amortissement d'énergie par l'airbag. Alors, les accidents, ils ne sont pas toujours comme ça, en fait. Dans le métier accidentologie, je l'illustre ici, les chocs frontaux, maintenant, tels qu'on en a vu là, on n'en a plus. On n'en a plus, ils sont toujours décalés pratiquement. Ils sont toujours décalés parce que maintenant on a de l'ABS, c'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas un pilote, il va écraser sa pédale de frein et s'il tourne le volant, la voiture elle va tourner, ce qui n'était pas le cas avant. Elle allait tout droit. Maintenant elle tourne. Donc il y a de l'évitement.
systématiquement, et on a beaucoup plus de chocs décalés. Sauf que les chocs décalés, évidemment, les décélérations, elles sont plus dans l'axe, elles sont un petit peu transversales, et ça ne fait pas la même chose en termes de maintien, vous le voyez sur ce schéma-là. Un autre exemple, c'est les chocs latéraux. Évidemment, on a assez peu de protection sur le côté, et on est rapidement en fait à des déformations de l'habitacle, dit indéformable, mais qui ne l'est pas du tout dans le cas des chocs latéraux. Et on a de plus en plus de chocs arrière, et on s'attend à en avoir de plus en plus avec les systèmes de freinage automatique. Donc ça fait penser au coup de fouet cervical, qui a été évoqué hier. Donc moi j'ai appris pas mal de vocabulaire hier, donc je vais vous en présenter d'autres aujourd'hui, mais c'était très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors voilà une image un petit peu ancienne. L'expérimentation sur volontaire, ça s'est fait dans le passé. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il y a le professeur Stapp qui, pour le développement du spatial aux États-Unis, il faisait lui-même les expérimentations jusqu'à avoir les yeux qui sortaient des orbites. Et il fallait des interventions chirurgicales après pour le remettre en état. Et il le faisait de façon volontaire. Et il a vécu, je crois, presque jusqu'à 80 ans. Donc voilà, c'était quelqu'un de particulièrement endurant par rapport à ce qu'il a subi volontairement. En ce qui concerne le César, en fait, on n'a jamais fait d'expérimentation sur volontaire, mais on travaille avec l'ENSAM, les arts et métiers à Paris, qui font de l'expérimentation sur volontaire, mais toujours en fait dans des zones qui sont infralésionnelles, c'est-à-dire qu'on est obligé de se cantonner à des niveaux très bas, mais il faut prendre en compte à ce moment-là la façon dont le choc est perçu par l'humain au niveau de son cerveau, les niveaux d'acceptabilité ou pas. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des chocs à un niveau plus élevé dans le domaine de l'accidentologie, puisque notre critère, c'est d'éviter les lésions graves. Donc, il y a effectivement des sports. On retrouve un peu le sujet volontaire. Alors, il n'y a pas que la boxe, il y a aussi le rugby. Mais en fait, ça illustre un petit peu, vous imaginez un petit peu quel mécanisme lésionnel on va pouvoir regarder à ce niveau-là. Bon, on peut prendre un élément d'actualité aujourd'hui, c'est les lanceurs balles de défense, par exemple. Visiblement, il y a un mécanisme lésionnel qui pose problème sur le lanceur balles de défense. Il n'y a eu aucune étude sur le sujet. J'espère qu'il va y avoir... on va se ressaisir et travailler sur les sujets avant d'acheter des matériels et d'en équiper les forces de l'ordre, au moins d'évaluer un petit peu ce que ça risque, quels sont les risques sur le terrain. Première chose, il s'agit pour nous de définir expérimentalement des critères représentatifs du risque de lésion qu'on cherche à traiter. Donc vous avez vu tout à l'heure qu'on associe toujours à la décélération, j'ai oublié de le dire, le temps, en fait. Donc, en fait, suivant la durée de la sollicitation, on peut accepter des niveaux de décélération plus élevés. Deuxième chose, établir sur la base des résultats expérimentaux des courbes de risque. C'est plutôt d'ailleurs des corridors que des courbes, étant donné les dispersions du corps humain. On travaille, nous, dans le cadre du don du corps à la science, toujours sur des sujets âgés, puisque c'est bien dans ce cadre-là que les personnes peuvent être sollicitées par le domaine médical pour le don du corps à la science, donc sur des cas un petit peu sévérisants et très dispersés en termes de résistance mécanique du squelette. On va donc contribuer à une grille d'analyse, c'est-à-dire contribuer à l'établissement de seuils qui vont être partagés, qui vont être réglementaires ou qui vont être consuméristes dans le cadre de l'Euro NCAP. Et actuellement, on est en train de travailler sur quelque chose qui est un petit peu plus compliqué, qui est l'analyse en fait d'un modèle numérique du corps humain une fois qu'il a subi un choc. La question étant, est-ce grave, docteur? C'est pas évident de répondre à cette question-là pour nous. Donc, vous voyez ici donc une image en fait d'un test sur un sujet humain post-mortem avec un déploiement d'airbag en latéral. Vous voyez ici un cas en fait sur de la retenue sur ceinture. Vous voyez qu'on ne travaille pas sur des sièges réels, on va travailler sur des montages semi-rigides où l'anti-sous-marinage, c'est-à-dire la partie assise, est faite avec des éléments mécaniques et un système de ressort.
Dans l'expérimentation, vous avez toujours des compromis à trouver entre la reproductibilité et la représentativité. Nous, on privilégie fortement la reproductibilité. Et derrière la passerelle entre ce siège semi-rigide et le siège réel, il est du ressort de l'équipementier ou du constructeur automobile. Donc là, il s'agit d'un cas piéton. Donc l'expérimentation, on ne la fait pas chez nous à Nanterre. Dans ce cadre-là, là, c'est fait à Montlhéry, donc à l'UTAC, qui fait les homologations de véhicules. On fait aussi de l'expérimentation chez Forestia, à côté d'Étampes. Et donc là, c'est donc des essais sur la partie thoracique, là aussi en latéral. Donc en fait, on va utiliser le sujet humain post-mortem comme un moyen d'expérimentation, comme un moyen de mesure. Donc on fait de l'instrumentation. L'exemple ici, c'est des côtes avec des jauges de contrainte. On établit des courbes de risque ou des corridors, comme vous le voyez, et puis on fait systématiquement des scanners corps entier avec une des caractéristiques, c'est-à-dire que comme nous, ce qu'on gère, c'est pas une personne, mais c'est un service, juridiquement, qui a été offert initialement par une personne. Donc on a des scans qui ne sont pas la propriété d'une personne, et on peut enchaîner sur des logiques de mise à disposition de la science, c'est le don du corps à la science, donc des systèmes open source de partage de bases de données, ce qui aujourd'hui n'existe pas. Donc on a 120 scanners corps entier, ce qui existe dans des domaines privés. L'Institut médico-légal en dispose, mais il ne peut pas les partager. Donc les outils, là je vais aller très très vite, des outils de calcul. Le modèle numérique le plus performant aujourd'hui du corps humain, il s'appelle GHBMC, ça veut dire Global Human Body Model, et c'est consortium. Consortium, ce constructeur, il rassemble la majeure partie des constructeurs automobiles mondiaux, dont les 2 constructeurs français, et il est plutôt piloté à partir des États-Unis, ce qui est forcément un petit peu triste, puisque vous l'avez deviné, comme beaucoup, la modélisation numérique des corps humains, c'est apparu en France, avec un modèle qui s'appelait le Labman dans les années 90. Après, c'est passé au niveau européen. Et puis, ça a été repris par les États-Unis, et c'est eux qui font référence maintenant en la matière. Les moyens de calcul, très importants, en fait, nous permettent de traiter des configurations qui sont pas traitées par les voies traditionnelles de la réglementation des systèmes consuméristes. Et par exemple, sur du choc latéral, vous ne serez pas surpris que le cas traité, c'est le cas où l'occupant, en fait, il est du côté du choc. C'était le plus préoccupant. Évidemment, quand on travaille un sujet, on progresse. Et maintenant, on se rend compte que là où on trouve des lésions plus graves, c'est sur la personne qui est à l'opposé du choc. Et donc ça, on le travaille en numérique. Ici. Donc vous voyez un peu les types de chocs. La problématique, la console centrale, pour nous, ça devient aussi un élément de sécurité, un élément de maintien des occupants. Pas réglementaire, évidemment, mais les constructeurs qui souhaitent travailler, on leur fournit des éléments pour progresser sur ces domaines-là. Dans modèle numérique, on part un peu comme pour les mannequins, on commence par le 50e percentile. Il est masculin, le 50e percentile. Par contre, le 5e percentile, il est féminin. Il n'y a pas le 95e là, sur le modèle numérique du corps humain. C'est des modèles donc très complexes, très détaillés. C'est pas le nombre d'éléments, ça 2 millions d'éléments qui est le plus marquant. C'est la diversité des caractéristiques mécaniques des matériaux utilisés dans le cadre du corps humain, puisqu'en fait, on a chaque ligament, on a des caractéristiques mécaniques suivant les extrémités des os, le centre, etc. Et donc, moi, je ne suis pas spécialiste de tous ces domaines-là, je ne suis pas médecin, mais donc j'ai des compétences médicales pour travailler sur ces sujets-là. Alors, un visuel un petit peu global, donc une image qui peut marquer, c'est la famille des mannequins, donc on en a plein, des petits, des grands. En fait, c'est des mannequins dont la conception d'origine est assez ancienne, à peu près une quarantaine d'années. C'est-à-dire, ils ont été conçus avant la ceinture de sécurité, enfin à peu près à la même époque. On a des mannequins plus performants, mais ils sont toujours pas en réglementation. Ils sont plus performants, mais ils sont 10 fois plus chers, 10 fois moins fiables. Ils font sortir des problèmes que certains n'ont pas forcément envie de voir apparaître. Donc aujourd'hui, en fait, le monde industriel, il travaille ici
à ce niveau-là, il va travailler avec ces mannequins-là et il va faire des essais, des mises au point, de l'homologation sur le plan physique, avec ces mannequins, avec ces outils qui sont un peu anciens et dont la biofidélité, ce qui est notre préoccupation, n'est évidemment pas parfaite. Et nous, notre complémentarité, elle est là, c'est pour assurer en fait la corrélation entre ces outils-là et la réalité du corps humain, donc avec des sujets humains post-mortem. Ça ne permet pas de faire une conception véhicule aujourd'hui, puisque le premier véhicule, il apparaît maintenant 1 an avant la mise en série, donc avant c'est uniquement du numérique. Et donc en fait, on utilise le numérique dans toute la phase de conception. Conception, on représente par un V descendant ici et remontant après, dans l'ingénierie système. Et donc on utilise des modèles numériques, des mannequins. Forcément, puisqu'il s'agit de prédire ce que le mannequin va dire pour passer le test. Sauf que, en fait, nous, on va essayer d'établir la corrélation entre ces mannequins et la réalité du corps humain aussi sur le plan numérique, c'est-à-dire le modèle numérique du corps humain. Et ça, c'est devenu très compliqué. Échelle de codage des lésions. Donc, on utilise l'AIS. Vous en avez forcément entendu parler avec ces différents niveaux. C'est une échelle qui prédit, en fait, qui classe en fonction des risques de mortalité, avec ici une illustration sur de la IS1, ici sur de la IS3, ici sur de la IS5. Ce qu'on peut en retenir, c'est que le gros plus, la bonne nouvelle, c'est que c'est un standard international qui permet de travailler sur les indicateurs de pilotage de la sécurité routière, qui sont basés sur le nombre de morts. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait mesurer le nombre de morts. Par contre, les blessés, on ne sait pas. Vous avez des indicateurs et des chiffres dans les indicateurs nationaux, mais donc on a fait des analyses dans les hôpitaux, dans le département du Rhône, c'est l'IFSTAR qui l'a fait dans le Rhône, et on a 3 fois plus de blessés suite aux accidents de la route dans les hôpitaux que dans les statistiques nationales. Voilà. Et donc le problème, c'est que ce tiers de blessés n'est pas représentatif, puisqu'il y a des biais, et notamment les forces de l'ordre ne sont pas très enclines à faire une déclaration, à faire une procédure. Lorsqu'il y a un véhicule qui se plante tout seul et qui rentre dans un arbre, l'arbre ne porte pas plainte. La responsabilité, comme le code de la route dit que la responsabilité, c'est forcément les conducteurs. Là, il n'y en a qu'un, voilà. La personne peut être grièvement blessée, il n'y a même pas un PV. Par contre, cette échelle-là, elle nous pose problème, puisqu'en fait, elle classe en AIS1 des lésions qui sont des causes majeures en fait, de handicap. Donc, c'est jugé pas grave, mais je pense que pour les assureurs, quand on parle du coup de fouet cervical, j'ai pas mis coup du lapin, j'ai corrigé ma présentation. Donc, sinon, nous, on parle de whiplash, mais ça, c'est un terme partagé. Quand c'est anglo-saxon, finalement, ça passe pour tout le monde. La destruction du coude, pas grave. Handicap. La lombalgie, ça coûte pas cher, ça, les lombalgies. Ouais, mais en fait, si on veut changer ça, c'est une montagne à faire bouger. Et je pense qu'on ne pourra pas le faire tout seul. Il faudrait aussi que, alors je ne vais pas dire la profession médicale, mais que les assureurs aussi se réveillent sur ces sujets-là, parce que on ne peut pas continuer comme ça. Par exemple, les trottinettes électriques, ça ne fait pas de mort. De toute façon, c'est même pas aujourd'hui répertorié, parce que c'est pas considéré comme un accident de la route. Parce que c'est pas un véhicule qui doit rouler sur la route, donc en fait, voilà. Alors que là, il y a N raisons pour lesquelles on n'en trouve pas. On dit qu'il n'y en a pas. Forcément, on ne le mesure pas. Alors, une image ici avec un iceberg qui représente en fait les situations accidentelles. La majeure partie des situations accidentelles sont évitées. C'est pour ça qu'on a l'image de l'iceberg, la partie immergée, on ne la connaît pas. On connaît que la partie émergée, et encore, nous, on connaît que la cime éclairée du haut de l'iceberg, là, les accidents corporels, un petit peu comme vous. Les assureurs connaissent un peu les accidents matériels, mais pour ceux qui sont du métier, on n'en fait pas grand-chose d'un accident matériel en termes de retour d'expérience. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment va évoluer cet iceberg demain.
Alors forcément, la partie émergée, on travaille dessus. Tout à l'heure, quand on travaille sur quelque chose, on progresse. Donc en fait, la partie émergée va être grignotée. Ah, super. Bon, ça va peut-être pas changer grand-chose à la taille de l'iceberg, hein. Mais surtout, en fait, si on grignote le haut, les lois de la physique, les principes d'Archimède, il y a une partie qui est aujourd'hui immergée qui va émerger. C'est-à-dire que vous avez des nouveaux scénarios qui aujourd'hui ne posent pas de problème et qui demain vont être très présents. Par exemple, des scénarios qui sont spontanément évités et traités par le cerveau humain. Un automate, si ça se trouve, il ne va pas être du tout à l'aise pour faire les arbitrages. Bon, déjà, on voit aujourd'hui que des carrefours un petit peu en Y, hein, vous voyez, les Tesla, elles vont tout droit. Hein. Elles voient les lignes au sol, etc. Je vais à gauche, je vais à droite. Les lois de la physique font qu'avec l'inertie, elles vont tout droit. Donc, il y a eu des accidents mortels aux États-Unis. Dans ce cadre-là, tout simplement, parce que... voilà. Donc, nous, on va s'intéresser particulièrement, en fait, à cette nouvelle accidentologie. Donc, je vais assez vite. Vous retenez juste les visuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, l'accidentologie résiduelle, on sait traiter. On a un projet des bases de données détaillées d'accidentologie, c'est un projet qui s'appelle Voiture, et on alimente en fait un IRT, un institut de recherche technologique français qui s'appelle Systemix, dont la vocation c'est de pousser à la digitalisation en France en scénario accidentel qu'il faut prendre en compte pour la conception des automates. Et on commence seulement en fait à travailler sur les scénarios émergents à partir de bases de données dont on dispose ici. C'est beaucoup plus compliqué parce que c'est du big data. Et donc, ce qu'on propose au niveau français, c'est de restructurer tout ça, parce que tout ça, c'est des coûts un petit peu ponctuels, et d'avoir en fait un hub au sens base de données partagée, pour la sécurité des usagers des routes françaises. C'est-à-dire que les organismes publics et nous, on travaille de la même façon, sur le même référentiel, on mène nos résultats en commun, on les partage, et de telle façon en fait, que la France ait un peu de poids dans l'évolution en fait, de ce domaine-là, déjà en Europe, sachant qu'aujourd'hui, ça appuie beaucoup, l'histoire de l'accidentologie, elle est plus en France que dans les autres pays, sauf que la réalité, c'est que l'Europe s'appuie aujourd'hui sur les Allemands et sur les Anglais. Donc il y a les Anglais qui sortent du jeu, donc il va rester quoi? Les Allemands, comme d'hab. Pourtant, ce qu'ils font est extrêmement discutable, et voilà, il faut que la France se réveille. Pareil de l'autre côté, hein, sur avoir aussi un hub partagé sur le reste. Donc je vais juste illustrer l'accidentologie ici. Vous retenez aussi les couleurs et les images. Donc ici, vous avez la référence de représentativité française qui est pilotée par le ministère de l'Intérieur en France. Donc le fichier il s'appelle le BAC avec 2 A, hein, pas le BAC. Donc est censé être représentatif de l'accidentologie française. Donc là, vous avez beaucoup de cas, mais vous avez peu d'informations sur chaque cas qui sont codées, peu d'informations codées. Vous avez à l'opposé, en fait, ce qu'on appelle des études détaillées d'accidents, donc vous avez peu de cas, mais vous avez beaucoup de données. Par exemple, ce qui est fait à Salon de Provence par l'IFSTAR. Ici, ils en font une trentaine par an, en fait. Nous, on en fait une cinquantaine, vous voyez, ça fait 80 en France. Tous les ans, ça ne fait pas grand-chose, hein. Et donc, ce qu'on propose, c'est de travailler sur un compromis ici qu'on a appelé collecte de données d'accidents pour construire un échantillon sur un compromis juste nécessaire qui est assez orienté sur les scénarios d'accident. J'imagine que les scénarios d'accident, ça vous parle. Donc, on va compléter avec ce que fait l'IFSTAR. On va comparer cet échantillon à la référence sur la base de critères de représentativité et on va construire une représentativité de l'échantillon en rajoutant en fait des accidents, ceux qui nous manquent, les accidents de nuit, les accidents latéraux. On va regarder ce qui nous manque et de telle façon à être représentatif de la France. Et donc là, en fait, on va chercher les PV à TransPV et on fait un codage détaillé à partir de TransPV. Donc on va sélectionner ici des PV bien renseignés parce que c'est aussi assez inégal en termes de qualité. Donc, on a un échantillon représentatif de l'année. Et on va compléter ça. Donc, ça, c'est tout à fait novateur. On va compléter ça par ce qui va venir. Ce qui va venir, c'est des scénarios émergents, j'en ai parlé, mais c'est aussi le fait que le parc véhicule change. Des accidents de véhicules électriques, aujourd'hui, on en a très peu. On en aura beaucoup plus demain. On a vu qu'il y a un mémoire qui a été rédigé
sur les problématiques spécifiques des véhicules électriques en termes de traumatologie. Donc voilà, je suis intéressé évidemment pour le récupérer et pour faire en sorte que ces travaux-là, en fait, aient une dimension, leur donner une dimension beaucoup plus large. Et puis, en fait, dans les accidents matériels, on voit plus rapidement les choses qui bougent. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, en fait, au fait des cas ciblés sur toute la France, on reçoit déjà tous les jours, en fait, le fichier Pulsar de la gendarmerie avec les accidents qu'ils ont répertoriés. Et on se déplace lorsqu'on voit des accidents intéressants sur toute la France. Et donc, on va rajouter, en fait, ces accidents ciblés dans l'échantillon, de telle façon à avoir une base de données à côté tous les ans, qui soit une illustration de ce que va être, en fait, l'accidentologie française dans quelques années, pour bien montrer les trends. Puisque ce qui est important, c'est de préparer l'avenir. Voilà. Alors, préparer l'avenir sur le plan de la sécurité, mais aussi sur le plan de la réduction des émissions. Donc, moi, je me heurte, tout ça, ça reprend un petit peu notre logo, notre nouveau logo avec la Blue Road, là, ici. Je me heurte un peu sur le terme éco-driving. Et derrière, on va enseigner aux gens l'éco-driving. En fait, on oublie qu'éco, ça veut aussi dire écologie. Et souvent, on ne fait que réduire les consommations, mais lorsqu'on réduit les consommations, qu'on passe tout de suite les rapports supérieurs et qu'on met de la charge moteur, ben, on a des émissions de NOx, on a des particules, et c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Éco, c'est écologie et économie. Et dans ce schéma éco, ben, la sécurité en fait partie. La sécurité fait partie de l'écologie et fait partie aussi de l'économie, puisque quand on n'a pas d'accident, les gens sont indemnes, ils restent disponibles pour l'activité économique, on réduit effectivement les coûts, on protège la santé, et donc en fait, ce que nous on prône, c'est une approche qui soit un peu transversale, donc ce qu'on appelle le safe et eco-driving, et on remplacer l'éco-driving par le safe eco-driving, c'est ce qui permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus écologique et durable de ces problématiques-là. C'est important en France, puisqu'on est le seul pays européen où le ministère des Transports n'est pas en charge de la sécurité routière. Un cas vraiment très particulier et tout à fait anormal. Il y a quelques déviances qui ont été... OK, voilà. On travaille sur les navettes autonomes, là, dans le cadre d'un projet européen avec la France est leader dans ce domaine-là, avec Navia, qui est notre partenaire. Donc il y a effectivement les deux leaders dans le monde dans ce domaine-là sont des entreprises françaises. Donc voilà un peu les trois projets que l'on prône avec Virtuopsy, l'approche virtuelle sur le numérique, les partenaires et une image de la Blue Road. J'en ai terminé et je vous laisse la parole pour répondre à vos questions.